Bon, Alien étant occupé plusieurs fois, mais bon, vous allez dire que c'est facile en tant que paléontologue. J'aime bien les Banshees qu'on voit dans Avatar parce qu'ils évoquent clairement les ptérosaures avec quelques mélanges aussi, plus insectoïdes aussi, mais j'aime bien aussi les kaijus en général. Là aussi, c'est une déformation professionnelle parce qu'on pense tous à Godzilla, mais les kaijus d'El Toro dans Pacific Rim sont assez sympathiques, même s'ils ne sont pas le résultat d'un processus de sélection naturelle, puisque ce sont des espèces de monstres génétiquement modifiés et hyper spécialisés pour le combat, donc avec des apparats de super prédateurs un peu too much, certes, mais on est dans la culture aussi japonaise. Et voilà. Donc finalement, j'ai plusieurs préférés. C'est autorisé. Sylvie? Ben, moi, j'allais dire le ver des sables d'Araklis, de Dune. Mais on resterait à 2 contre 3, donc de toute façon on a perdu. Donc, alors tant qu'à faire, et comme j'ai une très mauvaise mémoire des noms et qu'ils ont en général des noms bizarres, je me suis beaucoup amusée avec des créatures que j'ai inventées. J'ai raconté les grocs, qui sont des espèces de grosses vaches roses qui vivent sur le bord des rivières, et elles sont tellement lourdes qu'elles ne peuvent pas avoir de pattes parce que leur poids les écraserait au sol. Donc elles roulent sur elles-mêmes et de temps en temps elles s'accrochent au bord de la rivière sur une grosse ventouse, mais quand elles se retournent, la ventouse est en l'air, donc ça fait comme un espèce de grand lit dans lequel on peut imaginer de s'allonger, et en plus elles vivent en symbiose avec des drôles de bêtes, donc voilà, on peut s'amuser beaucoup en inventant des trucs. Alors c'est intéressant ce que vous racontez, c'est aussi ce que disait Laurent Genefort, c'est une créature finalement, elle existe au milieu d'un écosystème, de son milieu, sur une planète, et il y a des contraintes qui imposent la forme de cette bête et la manière dont elle va vivre, et du coup le look qu'elle va avoir. Sébastien Steyer, vous êtes auteur d'une rubrique dans la revue Pour la Science avec Roland Lehoucq qui visite un peu les univers de science-fiction, et là-dessus, vous vous êtes prêté au jeu d'imaginer sur telle planète, est-ce que c'est plausible d'avoir telle ou telle créature. Alors vous avez regardé ça dans le monde de Star Wars et dans le monde d'Avatar. Vous pouvez nous dire un petit peu quel type de critères vous trouvez, de contraintes sur les êtres vivants Alors, c'est vrai qu'une créature imaginaire devient plausible quand elle est en phase finalement dans son environnement, et ce qui implique qu'on ne peut pas faire forcément n'importe quoi en fonction des conditions qu'on s'impose ou pas. Des conditions planétologiques d'abord, des conditions géologiques ensuite, qui vont avec le climat former des écosystèmes, et finalement une créature imaginaire, elle devient plausible parce qu'elle fait partie d'un maillon, d'une chaîne écologique ou d'une chaîne trophique. Elle a ses prédateurs, elle a ses proies, elle a ses parasites, elle a ses organismes symbiotiques aussi. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire avec Roland Lehoucq, lui pour tout ce qui est côté physique, moi pour tout ce qui est sciences naturelles. Et on peut décortiquer comme ça, par exemple, le bestiaire d'Avatar ou de Star Wars, qui sont deux bestiaires très riches, comme c'est souvent le cas dans les space opéras ou les planètes opéras. Et on peut trouver beaucoup de choses à dire. Avatar, par exemple, la marque de fabrique qu'a donné en fait Cameron, ou plutôt ses créatures designers, parce que toutes ces créatures dans le monde cinématographique sont imaginées et réalisées, conçues par des professionnels qu'on appelle des créatures designers, qui sont des plasticiens, des sculpteurs, des dessinateurs, qui ont souvent un background d'anatomistes ou de zoologues en fait. Ce sont des artistes souvent naturalistes qui vont s'intéresser à la biomécanique, aux possibilités d'articulation des membres ou des ossements ou des coquilles externes quand il s'agit d'arthropodes ou équivalents, on va dire. Donc ils vont s'intéresser aussi à ce qui est faisable en termes de plausibilité de mouvement, en plus de l'adéquation dans les écosystèmes. Alors pour revenir à Avatar, il y a une petite signature morphologique qui est assez classique finalement dans les mythologies, c'est qu'on rajoute une paire de pattes et puis ça fait toujours exotique. Alors ça dépend un petit peu des avis, hein. C'est
c'est la composition chimérique classique, vous prenez certaines parties du corps que vous assemblez et puis vous vendez ça pour de l'exotisme. Alors, on ne peut pas non plus faire dans le monde réel n'importe quoi, surtout quand on est constitué de vertèbres et de membres, des bras et des jambes comme vous et moi. L'ajout d'un membre, d'une paire de membres supplémentaires implique beaucoup de contraintes en ce qui concerne ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est-à-dire la construction des organismes. C'est plus faisable quand on est insecte ou arthropode en général que quand on est vertébré tétrapode. Donc là encore, il y a des petites contraintes. Bon, voilà. Alors Fred Blanchard, ça répond à quelles contraintes vos créatures? La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'elles aient l'air le plus cool possible à l'image. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que dans le cas d'Avatar, oui, il se penche sur la morphologie possible de ce type de créature, mais ils ont surtout aussi beaucoup d'albums et de bouquins qui sont parus dans les années 70-80. Je pense notamment pour Avatar au livre d'illustration de Roger Dean, qui a fait à l'époque beaucoup d'illustrations pour des super groupes de rock comme Yes, qui font beaucoup rire tout le monde maintenant, mais qui à l'époque proposaient des visuels de couverture avec des rochers volants, avec des arbres et puis des espèces de dragons multicolores comme on a pu les voir toutes les 2 minutes dans Avatar. Donc moi, ça, au-delà des possibilités morphologiques, ce qui m'énerve beaucoup dans ces cas-là, c'est que oui, ils travaillent là-dessus, mais à la base, ils vont chercher des idées qui ont déjà été prémâchées par des gens qui évoluent depuis 20 ou 30 ans dans des niveaux de compétences vraiment annexes et beaucoup moins reconnus, comme la bande dessinée ou l'illustration de science-fiction, parce qu'on avait Chris Foss l'année dernière, on a Manchu cette année, on a des superbes expositions, surtout celle de Manchu, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg, c'est vraiment des gens qui sont reconnus pour ce qu'ils font voilà, au fil du temps, mais il y a un puits sans fond de création dans lequel les créateurs designers peuvent aller puiser. Et pour rebondir sur ce que vous me demandiez, oui, pour moi, je pense que effectivement, suivant les contraintes techniques et de temps qu'on peut avoir sur des films ou des bandes dessinées, on peut se pencher sur ce genre de problèmes de morphologie, d'évolution dans le milieu. On sera forcément tributaire de formes de vie qu'on connaît plus ou moins, parce que même quand on cherche à s'en affranchir, ben on a tout bêtement des références, on a une réalité qui nous entoure dont on ne peut pas clairement s'affranchir. Même dans le cas où on va essayer de recréer des dinosaures, il y a 10 ans, on ne savait quasiment pas qu'ils avaient des plumes, on pensait que c'était vraiment épisodique, alors que maintenant, ça a vraiment infusé quand même pas mal ce domaine de recherche-là. Donc j'aurais tendance à dire qu'in fine, dans ce qui est du domaine de l'image, il faut aussi que les créatures aient l'air le plus cool possible, qu'elles soient méchantes ou gentilles. Il faut que le spectateur puisse entrer en empathie plus ou moins avec elles suivant le rôle qu'elles vont jouer à l'écran. Mais in fine, ça va vraiment être la forme. Le design va céder la place vraiment à l'apparence. À l'apparence, aux couleurs, à la façon dont elle va interagir, au mouvement qu'elle peut proposer dans le cas d'un film. Ce sera vraiment, en tout cas en termes d'image, ce qui restera au final. Alors vous parliez à l'instant de Manchu, et effectivement, en allant voir Manchu, j'ai vu des créatures imaginées à l'origine par Laurent Genefort, et sur lesquelles je voulais justement vous interroger. Le Eeti, par exemple, c'est une des créatures d'Alien Mode d'emploi, où là on a un monde, on reste sur Terre, et les créatures de la galaxie arrivent sur Terre par de mystérieuses bouches qui s'ouvrent sur la Terre. Et là, on a toute une flopée, on a le bestiaire est très large de créatures qui débarquent par là. Et je voulais vous demander de nous décrire quelques-unes de ces créatures. Alors, du coup, le Eeti, par exemple, vous allez pouvoir le voir dessiné par Manchu. Peut-être vous pouvez nous en prendre une ou deux autres. Point chaud, c'est un bon exemple de ce que je fais pas d'habitude dans mes autres bouquins. C'est-à-dire que j'ai laissé un peu de côté mes exigences réalistes, réalistes avec des gros guillemets, mais en tout cas, je ne me suis pas posé la question dans Point chaud de l'aspect le plus de l'aspect biochimique, de l'aspect
de leur évolution. Et je les ai balancés sur Terre, entre guillemets, et donc ils sont plus artistiques pour le coup, et plus dans l'apparence que ce que j'ai l'habitude de faire dans mes autres romans. Donc on peut, il y a plein de façons de créer un alien. Il y a vraiment plein de façons de créer un alien. Des fois c'est un bête, des fois ça peut être un mot valise qui nous vient comme ça. Dans la SF, il y a une des plus anciennes créations, c'est les insectes dom-dom, donc des sortes d'insectes qui sifflent comme des balles et qui peuvent vous transpercer. Si d'un point de vue purement scientifique, c'est très très peu probable. Quand on fait les calculs de dépenses énergétiques pour arriver à une vitesse par rapport à la masse de l'insecte, c'est quasiment impossible en fait. Mais c'est cool que ce que tu disais, c'est cool. On peut avoir en littérature, ce qu'on peut pas avoir dans l'image, c'est on peut avoir du cool, pas dans le look mais dans la fonction en fait. C'est ça ce que rajoute, je dirais, la littérature. Mais ça impose de laisser tomber un certain réalisme. Donc après, voilà, on place le curseur du réalisme voilà, en fonction de ce qu'on veut faire dans son œuvre en fait. Et dans Point Chaud, les Éétis, ce sont des sortes de rennes. C'est un peu des aliens qui sont l'équivalent des rennes, donc des aliens polaires qui se baladent sur la banquise. L'unique, je les ai créés parce que j'avais trouvé une espèce de... Parce que quand ils sont approchés par un des hommes, il y a un contact, et il passe sa main dans la fourrure et il trouve que ça ressemble à du lait, à des filaments de lait. Et je voulais faire ressentir cette espèce de contact qui est profondément alien, pour le coup. C'est-à-dire, tout ce qu'il trouve comme analogie, c'est on dirait du lait, des filaments de lait. Voilà. Et des fois, ça tient à ça, en fait. Voilà. La création d'une créature, des fois, ça tient à un petit truc comme ça. Alors, des fois, ça rate. Des fois, on arrive à un truc grotesque. Et puis, des fois, voilà. Et puis, on laisse aussi la part du rêve au lecteur. Donc, on peut, je sais pas, dans un de mes autres bouquins, j'avais imaginé des oiseaux béliers. Donc, je dis pas je rentre pas plus dans le détail, je crois qu'il est simplement mentionné à un moment. Mais, alors, si le lecteur n'a pas d'imagination, il va imaginer une sorte de bélier avec des ailes, tu vois. Et le lecteur un peu plus imaginatif, il va imaginer un oiseau avec un crâne blindé qui est capable d'enfoncer le blindage d'un véhicule et qui va mettre en danger les occupants. Après, voilà, c'est chacun fait aussi sa sauce. Quand Manchu a illustré les titres, moi je les voyais pas comme ça. Mais voilà, c'est ça la littérature, c'est chacun se fait et sa vision fonctionne très bien. Donc c'est ça aussi la magie de la littérature quand on crée des mais même si des fois l'illustration, je vais m'arrêter là, même si des fois l'illustration impose aussi une vision, elle fixe une vision. La première illustration des vers de sable sur la couverture de Analogue, la revue Analogue en 65 je crois, on voit ça a imposé la vision définitive du ver des sables parce qu'elle était magnifique, parce qu'elle était absolument magnifique. C'est marrant, si je peux rebondir sur ce que dit Laurent, quand tu parles vraiment d'essayer de véhiculer une émotion par le texte pour essayer d'appréhender de manière un peu plus physique la créature que tu as imaginée, même si tu t'es affranchi de certaines règles de la réalité pour la rendre paradoxalement plus plausible. Et c'est marrant parce que ça me faisait penser au travail de Wayne Barlow, qui est un illustrateur américain à la base, dont les parents étaient ornithologues, je pense. Et à un moment donné, il est parti sur deux, trois bouquins d'illustration, je ne me souviens plus des titres, mais où il a décrit de A à Z la faune et la flore d'une planète complètement extraterrestre. Donc il est parti vraiment de physicalité propre parfois aux mammifères. Effectivement, il n'aura pas rajouté 18 paires de pattes, mais ils avaient des gros sacs sur les côtés pour filtrer du mercure, je ne sais pas trop quoi, il n'y avait pas d'yeux. Et pour nous rendre ces animaux, pour les rendre les plus tangibles possibles,
il disposait pas trop de mots comme toi, mais il a cherché l'émotion au travers des lumières qu'il a insufflé dans ses images. Et pour le coup, il s'est vraiment penché sur l'illustration américaine du début du XXe siècle, qui elle-même était issue des peintres pompiers, ce qu'on appelle pompiers, mais que moi j'appelle plutôt académique, du XIXe, où on est même parfois allé vers le romantisme avec dans certaines de ces images avec des soleils couchants, des lumières irisées, de ce genre de choses-là. Et du coup, même si on se trouve sur une planète étrangère, je pense que le processus est le même que pour les petits trucs d'écriture dont tu parlais tout à l'heure. On se rapproche quand même à une certaine réalité qui peut nous toucher, mais pas au niveau au niveau de l'émotion qu'on peut avoir à certains moments sur un coucher de soleil ou sur un arc-en-ciel ou un beau nuage dans le ciel. Il s'est vraiment raccroché là-dessus de la même façon que tu t'es rapproché à une description ou à quelques mots utilisés même à contre-emploi pour un peu bousculer le lecteur dans la perception qu'il pouvait avoir de ta créature. Donc c'est assez intéressant de voir que malgré les outils dont on peut disposer qui sont souvent très différents, on arrive quand même, si on a les mêmes buts, à arriver quand même par moment à susciter le même genre d'empathie avec ce genre de créatures, ce genre de chimères. Sébastien. Oui, j'enfonce juste le clou. En fait, des fois, il suffit de prendre un organisme tout à fait réel comme une méduse et de la déplacer de son contexte aquatique en la faisant volante. Et là, vous retrouvez une émotion qui évoque une créature imaginaire. Alors que c'est une base de méduse, tout simplement. Il n'y a pas forcément pour la création d'espèces fantastiques, la combinaison de type chimérique où on rajoute des paires de pattes, des paires de cornes, des paires de ce que vous voulez. Il y a aussi juste un déplacement du contexte écologique de l'espèce, quasi réel, qui vous fait prendre une dimension nouvelle et vous emmène dans un voyage zoologique ou morphologique complètement nouveau. Alors, il y a ça aussi, et il y a la taille. Si vous voulez faire des monstres, vous regardez les bestioles infiniment petites de la biodiversité terrienne, terrestre ou aquatique, et puis vous augmentez les tailles. Et là, vous êtes dans la science-fiction. Alors, il y a aussi, j'allais dire, et Laurent Gelfort en a parlé, l'interaction de cette créature avec les héros ou les humains ou le lecteur qui va les découvrir. Et je pense que dans l'opéra de Chaya, on se retrouve vraiment dans ce cas de figure où Sylvie Lenné, vous avez complètement imaginé une planète assez délirante, mais l'intérêt de cette planète, il apparaît à partir du moment où l'héroïne interagit avec cette planète et avec ses créatures. Oui, il y a l'aspect rencontre avec les humains. Bon, c'est vrai que la question de l'échelle, par exemple, devient importante à ce moment-là. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur l'aspect visuel. Quand on essaie de décrire des créatures exotiques et donc de faire du design, et quand on est comme moi, je ne sais pas pour Laurent si c'est le cas, mais absolument incapable de dessiner quoi que ce soit, et ayant une très mauvaise capacité visuelle à fabriquer des images, donc on arrive à inventer des choses que l'on serait incapable de peindre. Alors d'abord, c'est vrai que c'est un bonheur total de travailler avec un illustrateur. Moi, j'ai la chance d'avoir Gilles Francescano qui fait mes couvertures et à chaque fois découvrir ce qu'il a fait avec mes mots, la manière dont il les a traduits en images. Il est là, il est là. C'est un bonheur à chaque fois de découvrir la manière dont il a injecté l'émotion que je ressentais, les couleurs, et dont il les réinterprète. Et je voulais dire aussi, parce que pour moi ça a été une de mes grandes expériences personnelles, que étant frustrée de ne pas savoir dessiner, j'ai quand même découvert un jeu vidéo avec lequel j'ai passé des heures de bonheur à designer des créatures extraterrestres. C'est un jeu qui s'appelle Sport. C'est les gens qui ont fait Civilisation. C'est Electronic Arts, non, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref. C'est pas un jeu très récent. Il y en a peut-être qui connaissent ici. Il y a une des phases du jeu au cours de laquelle on fait du design de créatures. C'est un outil assez génial parce que, bon, il y a des éléments de base variables. On peut mettre des pattes, on peut mettre des gueules, on peut mettre des jambes, on peut travailler l'ossature, la colonne vertébrale. Moi, j'ai adoré jouer avec ça. J'ai fait plein d'expériences. Il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait. Et par exemple, il y a un truc très rigolo. C'est qu'on peut mettre autant de pattes qu'on veut, mais à l'extrême, on peut choisir de ne mettre qu'une patte. Il suffit
d'utiliser l'axe de symétrie qui est une des contraintes dans la conception et de mettre des trucs au milieu. Et